Les bails, les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Disons-nous les choses aujourd'hui, juste avec deux hommes, père et fils. Ousni, Eskander, Mati. Comment allez-vous les frères? Très bien, merci. Et toi? Vous allez bien? Très bien, merci. Ça va? Ça va, mon frère. Très Tranquille. bien. On s'est vu à un triste événement, tu vois. Mm. Moi, je te suis sur les réseaux depuis un petit moment déjà. Tu ne me voyais pas, mais moi, je te voyais. Et du coup, on s'est vu, voilà, par rapport à notre frère Moussa, camarade Grigny d'ailleurs. Voilà, grande dédicace à lui. Et que les choses aillent pour le mieux, tu vois. Et du coup, on s'est parlé. Donc, lorsqu'on s'est parlé, à un moment donné, tu m'as parlé du film que tu es en train de mettre en place. À un moment donné, je t'ai dit, viens avec ton fils. Parce qu'à un moment donné, ça sera important de... Voilà, vous avez vécu en Tunisie. Et ça sera important qu'on en parle de tout ceci, de votre expérience commune, de vos expériences un peu individuelles. Et du coup, nous sommes ici aujourd'hui. Avant qu'on en vienne à parler du film, ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir un père et un fils sur ce plateau. Parce que j'ai envie de... Comment dire voilà, j'ai envie de savoir quel rapport vous entretenez, père et fils. Est-ce que c'est un rapport fils-poteau ou c'est les deux? C'est plus à lui de répondre à cette question. Skander, dis-le. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu des deux. Mhm. Dans certains moments, il faut être sérieux, il faut montrer. En tout cas, mon père essaye de le montrer du mieux qu'il peut. Mhm. Les moments où il faut être sérieux, les moments où il faut faire preuve de rigueur, de justesse dans ses propos, dans ses actions. Et je pense que c'est important, ce genre de moments. Et après, oui, il y a des moments où on rigole, hein, c'est sûr. C'est sûr. Des moments où on passe des bons moments, des bons souvenirs. Ouais, je pense que j'ai des bons moments, j'ai des bons souvenirs dans ces deux genres de situations. Tu rejoins ton fils. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire, même si c'est pas évident. Moi, c'est vrai qu'au début, c'était surtout mon pote, mais en fait, ça marche pas trop parce que il était trop jeune pour que ce soit mon pote. Donc, c'était plus des discussions avec ma femme qui m'a appris à être père avant d'être pote. Et aujourd'hui, oui, j'arrive à gérer les deux. Alors, il y a des moments où on gère moins bien parce qu'on n'est pas toujours très en forme ou qu'on est fatigué et qu'on a plein de choses à gérer, mais il y a toujours cette volonté de dialogue. C'est-à-dire que la règle que j'ai imposée, c'est qu'on se dit tout. Il n'y a pas de sujet tabou, donc comme le nom de l'émission pour le coup. La seule chose, c'est qu'on en discute avec respect. Tant qu'il y a du respect, on peut parler de tout. Je te cache pas que le jour où tu m'as présenté ton fils, le jour de cette veillée, tu m'as dit c'est mon fils. J'ai dit bon, ça doit être le beau-fils, ça doit être son beau-fils, ça doit être l'enfant de sa femme avec qui il est aujourd'hui. Tu vois. Et je pense que beaucoup se posent, certains en tout cas qui ne sont pas vraiment, qui ne vous connaissent pas bien, peuvent se poser cette question. Et je sais que dans le documentaire, à un moment donné, tu interroges une généticienne, Amel Benama El Gaïd. Et du coup, elle a sorti un livre qui s'appelle Les Tunisiens. Qui sont-ils, d'où viennent-ils, les révélations génétiques. Et du coup, je sais, en discutant avec toi off, tu m'as expliqué que tu as un fils, tu as d'autres enfants de différents coloris, si puis-je dire. Explique-moi tout ça, s'il te plaît. Alors, moi, je ne suis pas généticien, mais je vais t'expliquer ça avec mes mots, c'est très simple. Moi, j'ai deux garçons, en fait. J'ai deux enfants, c'est deux garçons, et on est 4 dans la maison, et on n'a pas tous la même apparence de couleur. Il faut savoir que moi, je suis carteron. Donc, dans mes gènes, j'ai 13% d'Afrique de l'Ouest, puisque j'ai déjà fait des analyses génétiques. En fait, l'idée, c'était que mes enfants, comme la maman est sénégalaise, bon, avec l'histoire, avec les griots, etc., ils arrivent à remonter à des générations et des générations sur leurs origines. Donc, ils savent qui sont les bouts, etc., etc. Et moi, quand je posais la question, j'arrivais difficilement à arriver aux arrière-grands-parents, même si j'avais entendu des choses, mais je ne savais pas trop jusqu'où ça m'emmenait. Puis un jour, j'ai décidé de faire le test. Et ça a confirmé ce que je savais, c'est-à-dire que je suis maghrébin à 74%, je suis d'Afrique de l'Ouest à 13%, je suis de région Espagne-Portugal, donc ibérique, à peu près 8%, et j'ai 4,8% du Moyen-Orient, c'est-à-dire rationnellement le nombre d'Arabes qui sont arrivés en Afrique du Nord au moment des conquêtes islamiques. Donc c'était pas vraiment une surprise pour moi, et ça a confirmé ce que je savais. Moi, j'ai un grand-père qui est paternel, mon grand-père paternel est marocain et noir, son épouse était algérienne, moitié algérienne, moitié tunisienne. Enfin voilà, donc c'est une tchèque-tchouka du Maghreb. Et j'ai rajouté une petite sauce d'Afrique de l'Ouest. Moi, ça me pose aucun problème.
Donc, ceci explique cela. Voilà. Avec mes mots à moi. Pas de généticien, mais avec mes mots à moi. Ah, mais tu as fait un peu comme les Carrés, parce que je sais que beaucoup d'acteurs américains aujourd'hui, enfin, il y a quelques temps, ont fait des recherches sur comment dire, leur provenance, d'où ils viennent. Ne serait-ce que Samuel L. Jackson, me semble-t-il. Je ne sais plus si Wesley Snipes est passé. Forest Whitaker aussi, je crois. Forest Whitaker, ouais, c'est ça. Il y en a qui se sont rendus compte qu'ils viennent du Congo, d'autres qui viennent du Bénin. Donc c'est super intéressant tout ça. Venons-en au fait. Le 9 octobre 2018, la Tunisie adopte une loi contre les discriminations raciales, la première dans le monde arabe. Les députés tunisiens ont adopté le projet de la loi criminalisant la discrimination raciale. C'était une première dans ce pays où les actes racistes contre les minorités noires et les étrangers subsahariens sont encore nombreux. Le 21 février, le président tunisien a affirmé la présence de hordes d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne et qui, selon lui, étaient la source de violences et de crimes et relevait d'une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Mars 2023, ce même président s'est défendu en disant « Tout d'abord, j'ai un certain nombre de membres de ma famille qui sont mariés à des Africains. Mes amis de la faculté de droit de Tunis étaient des Africains. » Voilà, ma question est la suivante. Pourquoi de tels propos racistes sont-ils sortis de la bouche du président tunisien ? Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur un film, La tête levée, de Ousni Mati, avocat de profession de base. Bon, je faisais le ménage comme d'habitude. Elle me dit non, ne rentre pas dans ma chambre, voilà la douche. Parce que quand tu rentres dans ma chambre, il y a une odeur qui reste après. Even no matter what is happening in Tunisia, we are one. Even when many of us left, we will still come back. You understand? We are one. The only thing they should understand is they see black man, they should understand this is my brother. Excuse-moi, mais comment on fait pour s'échapper d'une prison en Libye? Tu vois, nous sommes nombreux, 200 quelques personnes. Et ils ont au moins 10 sécurités pour nous garder. D'accord. Comment ça se passe avec les rebeux en France? Les rebeux, bon, ça se passe bien, mais on sent qu'il y a des limites. Récemment, je ne sais pas si vous suivez un peu les infos, il y a des petits embrouilles entre familles comme ça, il y a un meurtre récemment. Et voilà. Tant qu'on n'en discute pas et qu'on n'en parle pas tous ensemble, c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Moi, je pense qu'il faut vivre ces situations, la tête levée, regarder loin. Qu'on est capable d'être à haut niveau, d'être des parlementaires, d'être des ministres, d'avoir de grands postes. Pourquoi as-tu réalisé ce film? Et explique-nous tout, s'il te plaît. En fait, ce film, il est né d'une volonté, d'abord pour mes enfants, de leur apprendre que même quand on subit des choses négatives, on peut réagir positivement. Vraiment, l'idée de base, c'était ça. Pourquoi? Parce que on a eu l'occasion, mes enfants ont eu l'occasion d'être scolarisés en Tunisie. On a vécu auprès de ma famille tunisoise pendant quelques années. C'était un choix réfléchi. Ça faisait des années avec mon épouse qu'on disait ce serait bien de vivre une expérience à l'étranger. On a choisi la facilité, on a choisi mon pays d'origine. Et pour plein de raisons. Et c'est vrai qu'il y a une proximité entre Paris et Tunis, c'est 2 heures d'avion. Il y a plein de choses qui faisaient que c'était intéressant. Et en même temps, quand j'avais annoncé ça à mon beau-frère, qui est avocat aussi, au barreau de l'Essonne, il m'a dit, mais aussi, ils vont être des kahlouches là-bas. Je dis, bon, je lui dis, oui, je sais qu'on risque d'être confronté à ça, mais il y a aussi des choses positives qui sont en train de se faire. Et moi, je me rappelle qu'un de mes voyages de préparation de l'arrivée, j'avais réservé un hôtel dans le centre-ville de Tunis, et puis j'avais appelé pour demander comment ça se passerait si jamais j'arrivais trop en retard, parce que j'avais pris la compagnie nationale tunisienne qui n'était pas à l'heure, pour changer un peu. J'étais un peu méchant, mais bon, c'est malheureusement sa réputation, même si je la prends tout le temps. Et du coup, ils ont pensé que je ne venais pas. Et donc, du coup, je suis arrivé à l'hôtel, ils avaient déjà attribué ma chambre à quelqu'un d'autre et l'hôtel était full.
Et on m'a dirigé vers un autre hôtel qui était pas très loin, dont le directeur d'établissement était sénégalais. Et je me suis dit, bah tiens, tu sais quoi, je vais rajouter une teinte de Sénégal en Tunisie. Donc moi, c'était vraiment dans un esprit d'ouverture. Et je le dis avec d'autant plus de force que même dans l'éducation de mes enfants, j'ai jamais hiérarchisé leurs origines. C'est-à-dire qu'ils doivent assumer leur histoire. Et il n'y a pas de hiérarchie. C'est pas parce qu'il y a un côté arabe qui doit l'emporter ou inversement. Ça marche dans les deux sens. Même si quand il y a des matchs de foot, ils préfèrent le Sénégal. Mais ça, on en discutera plus tard. Mais quand c'est Sénégal-Tunisie, quand c'est la Tunisie avec d'autres équipes, ils préfèrent bien évidemment la Tunisie. Mais bon, ça, j'ai ces petits matchs que j'ai perdus contre mon épouse. Mais en dehors de ça, pour être plus sérieux, l'idée, c'était qu'ils apprennent leur culture, qu'on vive aussi en Afrique, parce que la Tunisie, ça reste l'Afrique. Et à partir de là, en fait, ils étaient scolarisés dans des établissements français qui sont de très très bons établissements, très sélects. Donc, de facto, comme on est français, ils avaient le droit d'y aller. Les Tunisiens sont obligés de passer des examens, des concours pour y accéder. Et ils se sont retrouvés en fait avec une population de CSP++ tunisiens. Donc, parmi les camarades de classe de mes enfants, il y avait Skander, il pourra en parler mieux que moi, il y avait des grands chefs d'entreprise, des grands hommes politiques, etc. Et malgré ça, ça n'a pas empêché qu'ils subissent du racisme. Et l'accélérateur, c'était l'année du vote de la loi 2018-50, qui effectivement sanctionne en criminalisant le racisme en Tunisie. C'est la mort de Falikou Koulibaly. Falikou Koulibaly, c'était le président de l'Association des Ivoiriens du Tunisie, que je ne connaissais pas, mais qui a été un des acteurs de la société civile pour le vote de la loi, parmi beaucoup d'autres qui étaient évidemment plus actifs que lui, parce que tunisien. Et il est mort donc, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2018. Et nous, on était en vacances en France, parce qu'on retrouvait la famille pour les vacances de Noël. Et ma femme m'envoie un article pour m'annoncer... alors qu'elle était à côté de moi, en fait. Elle n'avait même pas les mots, en fait, pour me dire ça. Et elle m'a envoyé l'article. Et ça m'a mis une pression, en fait. Et je me suis dit, mais parce que comme moi, je vivais entre Paris et Tunis, je faisais la navette, je me suis dit, mais en fait... je vais les laisser là-bas avec ça qui se passe. Je culpabilisais un petit peu. J'avais toujours la phrase de mon beau-frère dans la tête. C'est des kahlouches, donc fais attention. Et donc à partir de là, on s'est regardé avec Skander, avec sa mère. On s'est dit, on fait quoi ? On va réagir. Moi, on ne peut pas rester sans réagir. Et on s'est dit, on va faire une lettre ouverte au départ. Après, on s'est dit, ouais, mais d'accord, mais une lettre ouverte, bon, il y a quelques personnes qui vont la lire. Et après, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, en fait, on s'est dit que le mieux, c'était de faire une vidéo. Et on a écrit un texte. Tous les trois, et on a appelé. J'ai pris mon portable, et je me suis dit que j'arriverais à avoir personne, parce qu'on était en pleine vacances de Noël, que tout le monde était occupé. Et en 3 semaines, grâce à mon ami Malik Akiana, qui m'a beaucoup aidé, mais aussi d'autres, on a réussi à filmer des personnalités publiques qui ont accepté de jouer le jeu, qui ont compris l'enjeu, et qui ont accepté de participer. Donc, c'est Lilian Thuram, Aïssa Maïga, Annabelle Langron, Almami Kanouté, Samia Rosman, Nora Hamadi, Nadia Troubi, enfin, je peux les multiplier, Mabrouk Rachidi, Nadir Dendoun, Mohamed Bajrafil, etc. Donc, on a réussi à Moundir aussi, on a réussi à réunir toutes ces personnes-là dans les locaux d'une boîte de musique que je ne citerai pas, qui est Kézit. Qui a accepté de nous accueillir le temps d'une journée de tournage, très très longue journée de tournage, très fatigante, très harassante. Et on a diffusé ça et ça a bien marché, on a été repris, etc. Et on m'a dit, en fait, bon, c'est bien tout ce que tu as fait, c'est bien, mais il n'y a pas assez de Tunisiens. Moi, au départ, en fait, c'était important pour moi qu'il y ait beaucoup de gens identifiés comme étant d'origine subsaharienne ou noire, parce qu'il y a aussi des Antillais, et d'origine nord-africaine. L'idée, c'était de montrer qu'on était ensemble, déjà. Mais comme ça concernait la Tunisie, fallait aussi que je fasse des choses en Tunisie. Mais en même temps, en faisant ça, ça permettait de répondre à des situations auxquelles mes enfants ont été confrontés, et je laisserai peut-être le Skander développer là-dessus, sur le racisme qu'ils ont pu subir, venant parfois de personnes qui faisaient partie de l'élite du pays. Et c'était aussi une manière de leur dire, vous connaissez du monde, nous aussi on connaît du monde, donc on a tout intérêt à se respecter, puisque si vous attaquez, on va se défendre, quoi, tout simplement. Skander, selon toi, pourquoi de tels propos racistes sont-ils sortis de la bouche du président tunisien ? Et ton père vient d'évoquer le fait que tu as vécu aussi des choses là-bas. Pourquoi le président a dit ça ? Alors, peut-être qu'il y a un contexte derrière. Je pense je pense pas que le président ait dit de tels propos...
Enfin si, ouais, je le pense sincèrement. Il a dit ses propos, il mesurait pas la teneur de ses propos. Il ne mesurait pas parce que les répercussions étaient terribles derrière. C'est des étudiants, il dit qu'ils luttent contre des subsahariens illégaux. Enfin, c'est des étudiants qui se font agresser aussi, qui sont dans des situations où de ceux qui sont légaux avec des cartes de séjour qui se font chasser de chez eux. Donc après, pourquoi il a dit ça, personnellement, je sais pas. J'essaye encore de comprendre aujourd'hui pourquoi il dit de tels propos. Mais en tout cas, moi, par rapport à cette élite tunisienne, je pense que c'est un peu de l'ignorance, pour être honnête. Parce que même si eux, dans ceux avec qui j'ai passé mes années lycée et un peu même mes années, celles d'après, la majorité, eux, ils voient leur avenir en France. Ils ne voient pas leur avenir sur le continent, sur la zone du Maghreb ou sur le continent africain. Par conséquent, ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe en Afrique, ils ne s'intéressent pas aux communautés subsahariennes. Et tout, en fait, tout, et même l'éducation qu'ils reçoivent, en fait, est penchée vers la France. Donc, en fait, moi, personnellement, ce qui m'a étonné, c'est que quand on parle d'une élite, on parle de ceux qui sont intelligents, ceux qui ont de meilleures réflexions, des réflexions plus poussées. Et c'est ce qui m'a choqué, en fait. Donc, c'était des propos tenus par aussi bien des élèves que des professeurs. Et donc, moi, c'était vraiment ce choc-là. Et après, je venais d'arriver. Donc, moi, je n'étais pas dans une position où je me dis, j'arrive, je vais tout changer, tout ça. Moi, déjà, j'étais encore dans une phase d'adaptation. Et même malgré ça, je pense qu'avec la lettre ouverte, toute la démarche qu'on a faite, la campagne et Stoppons le racisme au Maghreb, on a tenté quand même d'agir, ne pas rester dans l'inaction. Et non, après, moi, c'était un peu un traumatisme. Pas une forme de traumatisme, mais c'était un peu un choc dans le sens où moi, voilà, je vais en Tunisie, ma famille m'accueille, je me sens comme chez moi. Piscine, famille, la plage, tout ça. et ne pas être considéré comme tunisien aussi par la communauté, par ceux que je côtoie, ça m'a fait un petit choc. Pour moi, après, j'ai eu deux formes de Tunisie. Celle de ma famille accueillante, bienveillante, et un peu de méchanceté de la part de cette autre Tunisie que j'ai appris à comprendre, avec qui j'ai essayé de faire des démarches. Et d'ailleurs, malgré cela, il y a quand même des Tunisiens qui se sont montrés volontaires et qui ont partagé la campagne et qui ont proposé d'ailleurs à ce qu'il y ait des interventions au lycée, où on a été appelé pour faire des interventions de manière générale sur ces questions-là. Et donc d'ailleurs, je tiens à les remercier et à les saluer. Après, non, moi personnellement, c'était principalement un choc, mais toujours dans cette optique de positivité vers la fin. Toujours viser cette optique. Tu as parlé des étudiants. Tu as évoqué, il me semble, le fait que, selon vous, les propos du président, ils ont réellement accentué le mauvais traitement que certains Noirs subissent en Tunisie. En fait, il était préexistant. Ouais. Il était préexistant. On a entendu souvent parler de rafle, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un fait divers, le point de départ, et d'ailleurs c'est ce que dit le président dans un communiqué, quand il parle de source de criminalité, c'est que très souvent c'était un cercle qui était bien connu. C'était un fait divers qui concernait quelqu'un issu de la communauté subsaharienne, et à partir de là, de façon indistincte, on allait rafler tous les jeunes subsahariens, on prenait leurs empreintes. C'était une manière pour l'État tunisien, je pense, de mettre la pression en disant « attention, on vous surveille, faites attention ». Sauf que c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner, dans le sens où on a, surtout après le discours du président, où il y a une accélération du phénomène, on a chopé indistinctement parce qu'en fait, fallait, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, arrêter des Noirs. Tout simplement. Que ce soit mon fils qui est tunisien en Tunisie ou d'autres Tunisiens que j'ai pu interroger, qui ne sont pas nécessairement dans le documentaire, mais j'ai souvenir d'un étudiant que j'ai connu sur le terrain de basket qui s'était fait arrêter, un Tunisien noir, et en fait, il est étudiant dans une université anglaise en Tunisie. Et il était tellement énervé qu'il n'avait pas envie de parler en arabe avec le flic. Il dit en gros, tu me traites pas comme un Tunisien, je me comporte pas comme un Tunisien. Sauf que quand les choses sont devenues sérieuses et qu'il était donc à deux doigts,
en plus de son arrestation, d'être embarqué et emmené au poste. Là, il a commencé à lui parler en arabe. Donc l'autre s'est dit, bon, bah, c'est comme certains subsahariens, ils ont fini par apprendre l'arabe. Et en fait, ce qui lui a permis de s'en sortir, c'est quand il l'a insulté en arabe. C'est-à-dire qu'il lui a sorti des insultes que seuls les Tunisiens connaissent. Et là, il s'est dit, oulala. Lui, il s'est dit, bon. Et après, il a dit, mais pourquoi tu me parles en anglais? Il a dit, écoute, je te parle dans la langue que je veux. Tu me traites pas comme un Tunisien, je fais ce que je veux. Et c'est ça qui lui a permis de s'en sortir. Et c'est donc beaucoup de frustration. Moi, je comprends. Et c'était douloureux pour moi de voir que. Alors, bon, j'entends bien qu'on n'a pas la même couleur, donc c'est pas évident qu'il soit tunisien. Comme moi, on sait pas trop. Parce que, voilà, enfin, il n'y a pas de morphotype tunisien type, ça n'existe pas. C'est un tel métissage au Maghreb que c'est impossible. On a des bons yeux bleus, on a des noirs, on a des gens qui sont plus, voilà, entre les deux, etc. Il y a mille et une variétés de couleurs en Tunisie. Et c'est la richesse de ce pays, d'ailleurs. Mais les Tunisiens sont dans un déni. Ils sont dans un déni qui est très puissant. Ils sont d'abord dans un déni d'eux-mêmes, je pense, parce qu'ils oublient qu'ils sont berbères. On aime bien se définir. D'ailleurs, le président dit ils sont là pour remettre en cause notre identité arabo-islamique. C'est l'identité culturelle qui est arabo-islamique en Tunisie. Ethniquement, on est berbère. Voilà, pour moi, c'est pas antinomique. Moi, j'assume parfaitement ma culture arabo-islamique. J'assume parfaitement ma berbérité, quand bien même je ne parlerai pas le berbère. Mais moi, mon grand-père, qui était marocain et noir, il parlait à la fois chelhi et le dialecte tunisien. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais il y a une sorte de réécriture de l'histoire qui peut s'expliquer par le complexe du colonisé, du stigmatisé, qui retourne le stigmate vers un autre colonisé, etc. Donc c'est l'image du noir en réalité qu'il faut interroger en Tunisie. Et comme j'aime souvent le dire, si Mamadou vient demander la main d'une n'importe quelle Tunisienne parce qu'il s'appelle Mamadou, on va le regarder bizarrement. Si c'est Will Smith, là, peut-être qu'on va pouvoir discuter. On va même pas poser la question de savoir s'il est circoncis ou pas. Donc la question, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de représentation. Il y a une histoire de représentation. Et pour moi, en tant que père, je veux que l'image que l'on ait de mes enfants soit pas une image négative. Et je veux qu'elle soit positive. Et d'abord pour eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'estime de soi. C'est très important. Et puis après, ça leur permettra d'être forts dans la société. On va pas révolutionner le monde, mais déjà, si en tant que tel, pour soi-même, on est plus fort, c'est plus facile. Pour revenir sur la séquence que tu as tournée sur le terrain de basket, et je reviens aussi sur des propos que tu as dit, Skander, sur l'ignorance. J'ai pris quelques notes et je sais qu'à un moment donné, tu as interrogé un jeune homme noir qui dit que... qu'il estime que les personnes racistes, en tout cas, celles qui sont racistes en Tunisie, c'est des personnes pas cultivées. Après, il dit, je pense que j'ai un niveau qu'ils n'ont pas. Je prends ça comme un aboiement de chien ou une fourmi en train de passer. Et il parle aussi de la difficulté à s'intégrer, à trouver un terrain. Je sais qu'ils ont créé aussi une espèce de microcosme en s'appropriant un terrain à travers lequel ils peuvent discuter avec des Tunisiens. Et voilà, un espèce de... Voilà, le temps est suspendu un peu là-bas, tu vois, c'est ce que j'ai perçu à travers... C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, il est suspendu le temps d'un match. En fait, il faut comprendre que... en fait, ce qui était beau à voir, et c'était les premières images que j'ai tournées, c'est sur ce terrain de basket à la Cité Olympique. Il faut savoir que quand on est subsaharien et qu'on veut jouer au basket, on n'a pas beaucoup d'options. Pourquoi ? Parce que soit on est en contact avec une association qui vous accepte en tant que tel et qui est prêt à vous louer un terrain, et ça arrive, mais pas aussi souvent qu'ils aimeraient jouer. Donc, ils se rabattent sur des terrains publics. Et le terrain de la Cité Olympique est un terrain public de basket qui n'a pas beaucoup d'années d'existence. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir des Tunisiens venant de quartiers populaires, étudiants ou pas, venir jouer avec des subsahariens qui, eux, viennent ici presque par défaut parce que pour certains, ce sont des internationaux. C'est-à-dire que moi, je connais des internationaux gabonais avec qui on jouait et qui, on sentait une forme de tristesse parce qu'ils disaient, mais enfin voilà, ils partageaient un terrain avec des gars qui n'avaient pas leur niveau, mais ils acceptaient parce qu'il fallait jouer. Et certains, je me rappelle, Meryl notamment, il acceptait de jouer qu'à la fin des fins, quoi. Et on sentait une sorte de frustration. Et donc l'idée, c'est que
Et c'était ça qui était intéressant. Et moi, c'était vraiment le point de départ de l'idée de mon scénario, qui a dû changer à cause des événements. Mais c'était de dire, voilà, il y a des super bonnes connexions qui se font. Je pense notamment à Khayem et à Gabi. Khayem, tunisien, parents panafricains. Et Gabi, d'origine congolaise, qui étaient potes sur le terrain, qui avaient leurs salutations à eux, qui étaient complices sur le terrain. Et puis, comme il y a beaucoup de joueurs, vous savez, c'est street basket, hein, tu perds, tu sors. Donc, tout le monde veut rester, donc tout le monde veut la meilleure équipe possible. Donc, c'était intéressant de voir comment les connexions pouvaient se faire. Et c'était vraiment j'ai eu des très très beaux moments là-bas. Celui dont tu parles, c'est Cheikh, qui est d'origine ivoirienne. Oui, c'est quelqu'un qui a fait des études supérieures, qui travaille, qui s'est défini comme étudiant, étudiant chef d'entreprise, parce que il faut aussi savoir qu'en Tunisie, pour avoir des papiers, même si là ils ont annoncé qu'ils allaient faciliter les choses après ce qui s'était passé, c'est très compliqué. Donc ce qui fait assez facilement, quand on est en situation, quand on est subsaharien, on peut très rapidement se retrouver en situation irrégulière en Tunisie, et donc à devoir payer des pénalités qui sont de 20 dinars par mois par sans-papier. Donc, alors c'est plafonné certes, mais ça représente quand même des grosses sommes. Oui, c'était ça que j'ai essayé de montrer, et en même temps, c'était de rencontrer, de montrer ces rencontres qui n'étaient pas des rencontres voulues, mais qui étaient presque des rencontres imposées par le système, à la fois des jeunes qui veulent jouer parce qu'ils sont dans leur quartier ou pas très loin, et puis d'autres qui cherchent des terrains où ils peuvent s'exprimer. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un groupe WhatsApp, et puis ils se disent, rendez-vous tel jour sur tel terrain. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvaient. Et c'était rare d'avoir un seul subsaharien qui venait tout seul. En général, il venait à plusieurs. Et ils savaient qu'ils pouvaient parfois tomber, parce que c'était un public, sur des Tunisiens un peu provocateurs. Donc, ils faisaient en sorte de bien gérer les choses. La plupart du temps, ça se passait bien. Et après le discours du président, les choses se sont dégradées. C'est clair. Justement, j'allais poser la question à Skander. Est-ce que après le discours du président, les choses se sont vraiment, le mauvais traitement des étrangers, en tout cas, des subsahariens qui sont là, qui vivent là-bas, est-ce que ça s'est vraiment accentué, ou est-ce que c'est exagéré ce qu'on nous rapporte? Alors moi, il y avait le discours, c'était un jeudi, je crois, et il y a une manifestation directe pour protester contre son discours qui s'est faite le samedi, je crois. Et en fait, en réponse à cette manifestation contre le discours du président, des gens ont déclaré « Ne sortez pas dimanche, sinon on vous tue ». Donc c'est des propos qui ont été tenus, qui sont sur Facebook, qu'on peut trouver sur Facebook. Et non, moi c'était, il y avait déjà des groupes d'étudiants qui faisaient utiliser aussi cette même plateforme pour dire que non, voilà, faut pas sortir ce week-end. Si vous avez des choses à faire, essayez le vendredi, ils faisaient ce message-là. Et s'il y a des choses à faire, faites-le le vendredi. Ne sortez pas ce week-end, parce qu'ils veulent lutter contre. C'est leur bon droit. Hein. La Tunisie, c'est son bon droit de vouloir lutter contre une certaine situation. Mais ils vont mettre tout le monde dans le même sac. Donc moi, c'était des vidéos qu'on voyait de Tunisiens qui rentrent dans des maisons, qui viraient des gens de chez eux, un Tunisien qu'on voit en sang, ouvert, la moitié de sa tête ouverte. Moi, c'est mes amis qui, en France, m'envoyaient des vidéos et disent « Ouais, prends soin de toi, fais gaffe à toi ». Et c'est une situation que, du coup, finalement, moi-même, j'ai été confronté le dimanche, du coup, sur le terrain de basket, où, du coup, face à l'annonce, il y en avait moins de subsahariens. Mais vu que moi, je suis venu avec mon père et mon petit frère, on va se dire, ils vont comprendre. Parce que vu que c'est comme tu l'as dit au début, on s'en rend pas forcément compte que c'est mon père et donc, du coup, en fait, des Tunisiens se sont montrés provocants envers moi. Et du coup, je peux raconter? Vas-y. Non, parce que du coup, en fait, le truc, c'est que au final, je me retrouve à confronter. Au début, c'est 1 contre 1. Ça finit en 1 contre 5. Ok, d'accord. Et donc, du coup, non, ça va. Je pense que j'ai bien géré.
Mais Un contre 5, t'as bien géré. Okay. Ouais, ça va, j'ai bien géré. Okay. Ouais, je confirme, il a bien géré. Ok, d'accord. Et donc du coup, du coup, ouais, c'était vraiment tendu. C'était vraiment tendu. Moi, à ce moment-là, il y avait un groupe d'étudiants de la fac dans laquelle j'étais. On s'était réunis, on a voulu parler avec l'administration. Bon, l'administration a proposé des solutions qui n'ont jamais été appliquées. Je tiens à le dire. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment tendu. Et pendant une semaine et demie, c'était tendu que des vidéos qui sortaient, que des messages incitant dans certains quartiers à passer, attaquer des Noirs. C'était même Khaïm qui nous disait que voilà, il y en a un alors qu'il est étudiant, il est connu dans le quartier, respectueux, il s'est fait agresser. Des gens qui ont des cartes de séjour qui se les voient retirer alors que ces cartes de séjour, ça prouve leur légalité. Voilà, donc il y a vraiment une accélération du processus. Donc, ce que tu es en train de me confirmer, on va dire, en quelque sorte, c'est que ce qu'on entend et ce qu'on voit à travers certains médias ou même à travers Internet, c'est pas une succession d'actes isolés. Est-ce que voilà, enfin, ma question est la suivante. Est-ce que ça reflète l'entièreté de ce qu'on voit ? C'est à travers les réseaux ou à travers certains médias? Oui et non, en fait. Oui et non, parce que oui, dans le sens où ces faits sont là, ils sont filmés, ils sont postés. Mais non, dans le sens aussi où il y a beaucoup de gens dans l'ombre. Et c'est là où la manifestation du samedi contre les discours du président a été vraiment pour moi un succès. Où il y avait vraiment une réunion de Tunisiens qui se sont dit c'est pas des propos qu'on tient. Ils parlent d'une culture arabo-musulmane, mais nous sommes aussi africains. C'était vraiment beaucoup de propos. Et bon, j'ai pas pu assister à la manifestation du coup, parce que moi je voulais pour me préserver. Mais finalement, c'était vraiment c'est ce qu'on aurait aimé voir depuis le début, et même si ça a été beaucoup relayé finalement dans la sphère tunisienne, il y a vraiment eu un mouvement contre ce discours-là. Et donc, du coup, c'est oui et non, finalement. Parce que, toi, lorsque j'ai vu ton film en avant-première, je pense, avec certains, tu vois, enfin en tout cas de manière isolée, moi je vois cette manifestation antiraciste du 25 février 2023, tu vois. Et on y voit des slogans qui sont criés, la Tunisie est africaine, bande de minables, va, stop au fascisme, la Tunisie est une terre africaine, non au racisme, le président doit demander pardon. Pourquoi ce genre de mouvement n'est pas assez relayé? Parce que malheureusement, dans la conscience collective, on n'a même pas conscience de ce genre de mouvement-là, tu vois. Dans la conscience collective, en tout cas pour beaucoup, en tout cas pour certains, personne ne se lève. Tu vois. Les choses se font délibérément et personne ne se lève. Non, alors c'est pas vrai. Des gens se sont levés, heureusement. D'ailleurs, moi, si on a pu faire ce film, c'est parce qu'on était entouré de Tunisiens qui ont accepté de travailler dans des conditions extrêmement compliquées de temps. Et qui tenaient justement par leur contribution, et ils sont nombreux, à montrer leur désaccord. Après, pourquoi on retient certaines images, pas d'autres? Déjà, je pense qu'il y a des images qui sont plus choquantes que d'autres. Donc déjà, d'un point de vue psychologique, elles atteignent plus l'émotion, donc on les retient plus facilement. D'une part, et bien évidemment, l'émotion est légitime, elle ne se conteste pas. Il n'en demeure pas moins que c'est important, et c'est ce que j'essaye de faire dans le documentaire, de restituer la situation dans sa complexité. Par exemple, il y a une personne que j'avais filmée, qui devait être au montage, et que j'ai décidé d'enlever parce que il faut savoir que on a criminalisé la solidarité envers les subsahariens. Par exemple, toute personne qui embauchait ou qui louait un subsaharien en situation irrégulière était lui-même passible d'amende et de peine de prison. Donc il y a eu une vague de pression, même sur des Tunisiens. Les Tunisiens ont été agressés parce qu'ils étaient solidaires. Après, ceux qui ont agressé, très souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas un très haut niveau culturel. C'est un peu la même logique qu'on retrouve dans les rivalités entre bandes de quartier. Il faut comprendre qu'en Tunisie, il y a ce sentiment d'appartenance au quartier qui est très fort. Et si vous avez le chef de l'État qui dit ces gens-là, ça devient une menace pour vous,
ça va être l'occasion pour eux de montrer leur attachement au quartier. Et c'est comme ça que ça s'est exprimé à ce moment-là. Donc c'est un mélange de ce sentiment d'appartenance très fort au quartier, qui est lui-même issu d'un point de vue historique d'un sentiment d'appartenance au clan et aux tribus. Je veux dire, toute l'Afrique était composée de tribus. Moi-même, quand j'étais jeune, on me disait, si on t'embête dans la rue, tu dis que tu fais partie de telle famille. Et en fait, en gros, t'es pas tout seul. Il y a du monde derrière toi. Et c'est ça qui compte finalement, c'est que finalement, on essayait de montrer ça. Et vous avez des jeunes qui malheureusement n'ont que ça. Ils n'ont plus que ça. Ils n'ont plus que cet honneur et cette fierté. Ils n'ont pas de perspective de développement économique suffisant pour avoir un boulot. Faut le dire, la plupart des Tunisiens veulent quitter la Tunisie. Si on ouvrait les frontières demain, le pays se viderait de façon substantielle. Et c'est aussi ça qui a contribué à exacerber la xénophobie qui vient se mélanger au racisme, parce que les Tunisiens, pour certains, avaient l'impression de voir leurs enfants partir et de voir des subsahariens arriver et prendre leur place. Ce qui est faux d'un point de vue statistique, ce qui est faux d'un point de vue de l'intention des subsahariens. Certains, certes, sont ici, restent en Tunisie, mais beaucoup, et on l'a vu encore récemment, veulent venir en Europe, parce que ça reste un Eldorado à leurs yeux. Et donc, c'est ce mélange de situations, plus la crainte, parce qu'on a un régime aujourd'hui présidentiel qui est beaucoup plus répressif qu'avant. Il y a des personnalités politiques qui sont en prison, des journalistes qui sont partis en prison, etc. Donc, les gens ont peur de s'exprimer. Donc la loi est contre eux, la tendance de la pratique politique est contre eux, le sentiment d'une masse qui ne maîtrise pas tous les enjeux est contre eux. Donc c'est pour ça que c'était compliqué. Mais j'ai vu beaucoup de Tunisiens, d'ailleurs tous les subsahariens qu'on voit dans le documentaire qui sont logés et hébergés, l'ont été grâce à des personnes d'origine tunisienne qui ont pris sur eux de leur financer, parce qu'ils avaient été expulsés, dans la clandestinité, des appartements, le temps qu'ils puissent quitter la Tunisie, et qui ont financé aussi leur nourriture pendant plusieurs jours, pour pas dire plusieurs semaines. Alors c'est pas tout le monde qui a vécu comme ça. Il y a des gens qui se sont retrouvés en prison, il y a des gens qui se sont retrouvés en centre de rétention, il y a des gens qui ont pris la mer et qui sont décédés en mer. Donc ça a eu des conséquences catastrophiques. Moi j'ai pas d'autre mot que catastrophique, même pour l'image de la Tunisie, même pour la Tunisie comme destination d'études ou destination médicale. Il y a des personnes que j'ai rencontrées qui ne veulent pas parler parce que voilà, elles sont plus ou moins connues, mais qui sont dans le milieu du tourisme médical et qui subissent la situation. Parce que dans la manifestation, tu as quand même filmé les différentes facettes de la manifestation. C'est-à-dire que tu as filmé aussi des gens qui n'étaient pas d'accord. C'est-à-dire des gens qui disaient les Africains qui ne respectent pas la loi doivent partir. Certains qui disaient aussi il faut des papiers pour rester. D'autres qui rétorquaient c'est du racisme. Il y avait des espèces de bras de fer. Il y en a même, il y en a certains encore qui disaient ils vont quand même pas nous coloniser dans notre propre pays, non. Et moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que collectivement, certains ou beaucoup ne sont pas en train de pointer du doigt la Tunisie, alors que moi, tout ça, ça me rappelle un peu le Front National, le Rassemblement National. Et en fait, dans bon nombre de pays, il y a malheureusement des mouvements de gens qui, à un moment donné, sont des nationalistes, extrémistes. Et est-ce qu'on n'est pas en train de fustiger la Tunisie, alors que ce racisme, en vérité, est étendu à bon nombre de pays dans le monde? En fait, c'est l'historien que j'interroge dans le documentaire qui répond très très bien à cette question. Alors, il n'y a pas tout, parce que il y a lui ou même la généticienne. Je pourrais faire... Je pourrais faire deux longs métrages juste sur eux, avec les propos qu'ils ont, mais après, il faut faire des choix. Le montage, c'est coupé, et on a dû couper, et on essaie de garder la substantifique moelle. Mais en fait, ce qui est intéressant quand on s'intéresse à l'histoire de la Tunisie, c'est que la Tunisie a toujours été précurseur sur certains sujets de société. Par exemple, la Tunisie a aboli l'esclavage avant la France. La Tunisie a accordé le droit de vote aux femmes, bien avant tout le monde, et l'avortement avant la France. De mémoire, je dis pas de bêtises, mais si c'est pas avant, c'est concomitant, mais je crois que c'est le cas de mémoire. Donc, le vote, c'est avant. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la Tunisie est un pays où vous avez une élite qui est très ouverte sur le monde, très ouverte sur les idées qui traversent le monde, et qui reste influencée par ces idées-là. Or, aujourd'hui, on assiste à une résurgence des nationalismes, comme tu l'as très bien dit, un peu partout. Et le pays d'Europe le plus proche de la Tunisie, c'est l'Italie, avec à sa tête un gouvernement d'extrême droite,
qui a fait un deal avec la Tunisie. En gros, vous avez des problèmes d'argent. Le FMI, et ça je peux le comprendre du côté tunisien, vous impose des conditions telles que vous refusez le prêt. Et ça je peux comprendre, hein. Moi je ne veux pas être dans une opposition systématique au président. Donc on va vous aider à avoir, mais il faut faire en sorte de maîtriser les flux migratoires. Et en échange, même pour vous aider, on peut même accepter certains Tunisiens. Mais pourquoi ? Parce qu'un Tunisien en Italie, ça se voit moins qu'un Ivoirien, un Malien, un Sénégalais en Italie. Et donc, c'est en quelque sorte, c'est sauver les apparences qui est en jeu. Et la Tunisie, aujourd'hui, et l'historien que je salue, pour qui j'ai beaucoup, Abdelhamid Larguesh, dit aujourd'hui, pour certains, être racisme relève de l'intérêt de la Tunisie. Parce que ça leur permet d'avoir de l'argent. On en revient toujours à l'argent. On peut aller dans tous les sens qu'on veut. Il faut toujours poser la question de l'argent. Et aujourd'hui, avec une vue très court-termiste, on a pensé chez certains que c'était l'intérêt de la Tunisie. Mais c'est une catastrophe dans le sens où l'image de la Tunisie s'est dégradée. Beaucoup d'étudiants ne viendront plus étudier en Tunisie. Moi, j'en connais qui sont partis. En fait, quand je les interrogeais, notamment un étudiant malien, il me disait, mais moi, mes parents, ils m'ont dit, tu choisis, soit tu perds une année, soit tu perds ta vie. Donc j'ai dû rentrer. C'est tout ça, en fait. Donc cette crainte-là, donc cette image qui s'est dégradée, qui ne fait pas honneur à la réalité de ce qu'est la Tunisie historique. Comme j'aime bien le dire, même si certains n'aiment pas, mais c'est la réalité. Le continent africain s'appelle africain parce qu'originellement, Ifriqiya, c'est en Tunisie. Alors c'était donné par les Romains, certes, mais ça a un sens. Le club de foot le plus populaire de Tunisie, c'est le club africain. Il s'appelle comme ça. Donc, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on a du mal à se positionner en tant qu'Africain et avoir ce regard ? C'est des intérêts bassement matériels d'abord, une méconnaissance, une ignorance, parfois maquillée par de la haine. Et ce qui était inquiétant dans la sortie du président, c'est que jusqu'à présent, en fait, on n'avait pas d'homme politique qui reprenait à son compte des thèses racistes, contrairement à la France avec Éric Zemmour, qui a été multicondamné pour des propos à caractère raciste. Et aujourd'hui, le banalise, comme l'extrême droite de façon générale, qui est banalisée. Ils sont rentrés dans l'arc républicain comme par magie. Mais en Tunisie, on n'avait pas encore ça. Donc c'est devenu inquiétant. Et en même temps, c'est le reflet, finalement, d'une tendance générale. Comme je t'ai dit, j'ai pris quelques notes en regardant ton film. Et il y a des choses qui m'ont interpellé. À un moment donné, il y a un homme qui parle et qui dit « Les Tunisiens ne se considèrent pas comme Africains ». Même les journalistes. Quand ils parlent des joueurs, ils disent les Africains pour parler des étrangers. Ils ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes Africains. D'ailleurs, ils n'acceptent pas qu'ils soient Africains. Ils ne l'admettent pas. Et à un moment donné, il dit aussi, jusqu'à quand on va accepter l'invasion de notre pays par les Noirs il parle aussi du fait que, de toute façon, la manière dont certains considèrent malheureusement les Noirs, certains considèrent les Noirs là-bas, il dit de toute façon, ces gens-là ne servent qu'à être des servants corvéables à merci. Quand j'ai entendu ça, là, ça m'a fait un choc. Et ça m'a évoqué aussi, malheureusement, ce qu'on sait de l'histoire. Le pape Nicolas V, qui à un moment donné, dans des textes, via le Vatican, qui a légiféré l'esclavage à une certaine époque. Ça me rappelle aussi, malheureusement, ce verset de la Bible à travers lequel le Vatican a malheureusement cautionné l'esclavage. C'est-à-dire que les Africains noirs seraient les descendants du fils de Noé, Cham. Et du coup, la malédiction. Voilà. Et du coup, en fait, les Africains bénéficieraient de la malédiction de Cham, qui à un moment donné, parce qu'il a vu son père dans une certaine posture, son père Noé l'aurait puni en quelque sorte et lui aurait dit que tu seras le serviteur de tes frères jusqu'à vidam aeternam, tu vois. Donc ça m'a évoqué tout ça en fait. Alors, les propos qui sont tenus par mon excellent confrère Mohamed Ali Ghrib, qui est un très très bon avocat, qui est pour moi un des meilleurs avocats de Tunisie, lorsque je l'interroge, c'était en octobre 2022, donc avant, et je me dis, il abuse. Je suis ok, d'accord, mais à ce point, il abuse. Et les faits lui ont donné raison. D'ailleurs, je ne vais pas spoiler, mais il y a quand même un mimétisme physique et verbal entre lui et le raciste que j'interroge en fin de manifestation, parce qu'il reprenait ses propos avant qu'ils soient tenus finalement.
Ce qui est intéressant, alors, on ne le voit pas dans le documentaire, donc j'en parle, comme ça je ne spoil pas, mais il m'explique que par exemple, un de ses frères est président d'une université en Tunisie. Et il me dit, les meilleurs étudiants sont les subsahariens. Ils parlent mieux français que les Tunisiens. Ils ont la niaque, ils veulent réussir. Ils savent pourquoi ils sont là. Et ce sont des étudiants brillants qui réussissent. Donc lui, en fait, quand il s'exprime, il ne fait qu'exprimer finalement ce qu'il ressent. Et bien évidemment, il s'inscrit en faux, hein, contre tous ces propos. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée qui est issue de l'esclavage, puisque tu faisais référence à l'esclavage. L'esclavage au Maghreb n'a pas la même histoire que l'esclavage, on va dire, catholique, qui, pour justifier finalement l'envoi, la traite négrière, ce qu'on appelait le triangle d'or. Moi, quand on parle de triangle d'or, moi, je me rappelle, à l'époque c'était en 4e, tu penses que c'est bien, ça s'appelle triangle d'or, c'est la classe, c'est en or, quoi. Sauf que non, c'était un crime contre l'humanité, pour dire les choses clairement. Et en fait, concrètement, les Tunisiens, eux, n'ont pas cette histoire-là. Alors évidemment, ils sont influencés par la représentation qu'on a des Noirs dans la société, dans les sociétés occidentales, parce que culturellement, à travers les films, etc., ça joue. L'esclavage dans les pays, ce qu'on appelle la traite arabe, elle a existé, il ne faut pas la nier. Après, sa spécificité, c'est qu'elle n'était pas adressée contre spécifiquement les Noirs. C'est-à-dire que ton cousin pouvait être réduit en esclavage. Alors, c'est pas une manière de minimiser, c'est encore une fois le souci de dire les choses telles qu'elles sont, dans le but finalement de profiter d'une main-d'œuvre pas chère. Maintenant, spécifiquement pour les Noirs, oui, très souvent, ils ont été vus comme des esclaves. On les invite dans les mariages, ils ont des postes, on va dire, sociologiques très, très déterminés. Inviter un Noir à son mariage, ça porte bonheur, c'est un signe de fertilité. C'est eux qui vont jouer... il y a la tradition, ce qu'on appelle les Stambouli en Tunisie, donc c'est tout ce qui est chant religieux soufi, c'est eux qui les gèrent, etc. Donc il y a une tradition, mais surtout il y a une méconnaissance. Aujourd'hui, la Tunisie, et c'est pour ça que j'ai interrogé la généticienne, puisque la question à laquelle elle répond dans le documentaire, c'est est-ce qu'il y a un grand remplacement ? Est-ce que ça existe ? Bon, c'était la question que je lui ai posée. Elle y répond très simplement en disant que c'est pas un remplacement, c'est un métissage. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, oui, il faut lutter contre ça, contre cette image dégradée de l'homme noir. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un roman qui date de plusieurs siècles où le héros, ça se passe en Tunisie, est un homme noir. C'est lui qui part, parce qu'il est amoureux d'une femme qui va courtiser, va espionner le colonisateur espagnol à l'époque et va donner des informations qui vont permettre de se débarrasser du colonisateur. Et c'est Belgelil. Et c'est toutes ces histoires-là qui ne sont pas connues, qu'il faut refaire remonter à la surface pour contribuer avec des références locales à redonner une meilleure image de l'homme noir qui ne soit pas dévalorisé comme on l'a aujourd'hui. Parce qu'on sait que parce que ça m'évoque pas mal de choses. On sait que malheureusement, on vit dans un monde où il y a des pays qui malheureusement, où le racisme sévit. Et là où je veux en venir en disant tout ceci, c'est que j'ai l'impression qu'on pointe beaucoup du doigt la Tunisie, mais lorsqu'on sait que d'après les chiffres, le Brésil est l'un des pays les plus racistes au monde, d'après les chiffres. Lorsqu'on sait qu'à un moment donné, en Argentine, il y a eu comme une dissolution de la population noire africaine qui s'est fait de manière progressive. Voilà, comme je le disais, j'ai l'impression qu'on pointe beaucoup du doigt la Tunisie, mais comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, l'historien que tu as interrogé dans ton film, il parle du fait que que Tunis, jadis, était une ville où les Italiens... Cosmopolite. Très cosmopolite. Tu vois, et de là, on peut faire des liens avec ce que tu nous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la politique établie en Italie, qui malheureusement transpire aussi en Tunisie. Tu vois. Oui, et puis pour travailler beaucoup en tant qu'avocat, je vais reprendre ma casquette d'avocat quelques secondes, pour avoir beaucoup de dossiers contre l'extrême droite, et pour m'interroger, pour lire et interroger leurs références intellectuelles, leur ennemi mortel, c'est le cosmopolitain. Celui qui veut mélanger tout le monde, alors qu'on n'est pas mélangeable, qu'on est tous différents, etc. Sauf que c'est absolument faux. Alors, c'est faux d'un point de vue génétique, certes, c'est vrai
d'une certaine façon d'un point de vue culturel, mais la culture, c'est pas quelque chose de figé. Enfin, ceux qui refusent le changement, en général, ne survivent pas. Il faut s'adapter de façon constante. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens quittent leur pays, parce que entre le réchauffement climatique, la crise économique, les crises politiques pour les réfugiés, il y a toujours des raisons qui vous poussent à partir, et ça reste un droit fondamental. Donc on essaye aujourd'hui, en France notamment, parce qu'on est confronté aussi à cette problématique en France, de faire face. Et en essayant de montrer qu'on respecte nos principes fondamentaux, parce qu'on peut pas s'en dédire. La France, pays des Lumières, pays des droits de l'homme. Il y en a qui aiment dire pays des droits de l'homme blanc, pays des droits de certains hommes. Mais en fait, on retrouve cette problématique qui se diffuse malheureusement aujourd'hui. Et la Tunisie n'y échappe pas, parce qu'elle est proche de l'Europe. Et finalement, c'est comme la radioactivité, ça ne s'est pas arrêté aux frontières de la France. Comment vous expliquez qu'en 2018, on a évoqué dans le début de notre entretien que la Tunisie a signé des accords contre des propos racistes, discriminant une certaine population, et qu'en 2023, le président sorte de telles choses de sa bouche? Franchement... Vous expliquez cette transition? Comment l'expliquez-vous? En fait, même si en 2018, il y a eu Jamila Xixi que je tiens à saluer et que je tiens à remercier, paix à son âme, en fait, elle a beaucoup fait. Elle est première députée noire en Tunisie. Quand tout à l'heure, mon père parlait des acteurs qui, eux, étaient tunisiens noirs et qui se sont levés contre cette situation, elle était là, au premier rang. Et en fait, l'évolution, en fait, c'est qu'il n'y a pas... En fait, il y a eu la loi, mais en fait, finalement, après, il n'y a pas eu beaucoup d'applications, voire pas du tout. Et donc, finalement, en fait, il n'y a pas eu d'évolution, en fait, entre les deux. C'est deux points distincts. Donc, il y a eu la loi en 2018. La vie a repris son cours, en fait. Et finalement, après, il y a eu Falilou Koulibaly. Après, enfin, c'est la même période, en fait, finalement. Et 2023, on arrive à ce discours-là. Parce qu'en fait, finalement, entre 2018 et 2023, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de démarche contre cette situation-là, contre le racisme. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'effort, en fait. Il y avait des associations, même NT, par exemple, qui luttaient depuis longtemps, en fait, qui sont sur le terrain. Mais finalement, en fait, il n'y a pas eu d'écoute de la part des politiques. Et donc, du coup, c'est qu'il y avait un pas, mais le deuxième pas qui devait être fait en face n'a pas été fait. La Tunisie, à ce moment-là, elle est aussi un pays qui se veut démocratique, où il y avait à ce moment-là un parlementarisme très très fort, avec beaucoup de partis politiques. Et je pense qu'on a voté cette loi, non pas parce qu'elle venait consacrer finalement une certaine maturité de la société tunisienne, mais plus une certaine maturité d'une élite politique qui n'était pas forcément en phase avec toute la partie de la population, pour qui ce n'était pas un intérêt, pour qui travailler sur ces questions-là, c'est accepter un agenda étranger, pas un agenda local. Et il y a beaucoup de lois qui ont été votées aussi parce que ça permettait de donner des gages à des bailleurs de fonds internationaux. Donc on a voté plein de lois. Mais est-ce qu'on a voté les budgets pour appliquer la loi? Non. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait ce souci, on en revient toujours à l'argent, d'essayer parce que la Tunisie, à ce moment-là, avait un intérêt à lutter contre le racisme. Donc elle a fait voter cette loi. Mais pour autant, la mise en pratique, il y a eu quelques actions très anecdotiques. Mais moi, la question que je pose systématiquement, et que personne n'est capable de me répondre, on sait que Falilou Koulibaly est mort de coups de couteau. On est en 2023. Aujourd'hui, j'ai pas encore la réponse. Alors peut-être qu'il y a eu un jugement ou pas. Je ne sais pas si les personnes qu'on a estimées être les auteurs du méfait ont été poursuivies, oui, condamnées, je ne sais pas, et à combien encore moins. Tout à l'heure, on parlait parce que toi, tu as étudié en Tunisie à un moment donné. Et je sais que dans le documentaire, à un moment donné, il y a un étudiant qui s'exprime sur le fait qu'ils en discutent entre eux, entre étudiants mais il sait que c'est délicat d'en discuter aussi avec des étudiants tunisiens et il dit que c'est délicat parce que peut-être que des proches de certains étudiants avec qui il parle sont directement concernés par ce racisme. Toi, tu as
T'as perçu ça, ce que l'étudiant a évoqué dans le film? Est-ce que tu l'as perçu ça? En fait, nous dans nos discussions entre noirs, en fait, nous, il y avait beaucoup cette question de... on sait qu'on n'est pas chez nous, on sait qu'on n'est pas là pour longtemps de toute façon. On prend notre diplôme et on part, on rentre chez nous, on va ailleurs. Donc en fait, il y avait un peu ce côté-là dans nos discussions de... On subit, on parle pas, ça nous rend plus fort et on repart. Donc en fait, nous, la majorité des cas, et en plus, tout à l'heure, quand mon père disait que soit tu perds une année de ta vie étudiante ou une année d'études ou tu perds ta vie, c'est des discussions qui se tenaient aussi dans notre groupe. Après, nous tout ce qu'on... En fait, on le savait, on ne voulait pas trop parler. Il y en avait une qui était un peu dans le déni. Dans le sens où, parce qu'elle était noire mauritanienne, elle s'était dit, moi, ça va aller mieux. Mais bon, vu comment on sait qu'il y a encore l'esclavage là-bas, je ne sais pas si elle était parfaitement consciente. Et après, on parlait ça respectueusement, toujours. Il y avait beaucoup de soutien entre nous. Beaucoup de soutien. Il y avait un groupe qui a été créé entre nous pour en discuter, pour prendre soin des uns des autres. Du coup, nous, c'était principalement ça, nos sujets de discussion. C'était vraiment... En plus, la majorité, en fait, ils étaient vers leur fin d'année, fin d'études. Donc, eux, c'était vraiment... Ils n'étaient pas dans le sens où on subit et on part. Et après, pour tout ce qui était des discussions avec des Tunisiens, on n'avait pas beaucoup qui étaient vraiment prêts à en discuter. Parce que dès lors qu'en fait, même notre administration était un peu... ne voulait pas trop en parler, elle était forcément obligée d'en parler quand le président a fait un discours. Mais elle a parlé sans agir et donc du coup il n'y avait pas vraiment de discussion, en tout cas pour notre groupe, de discussion avec des Tunisiens. Parce que à un moment donné dans le film, il y a une jeune femme qui parle du fait que le racisme est différent aujourd'hui, il est plus raffiné parfois ils sont moins vulgaires, mais il y a quand même toujours ce racisme à l'ancienne. Et encore une fois, ça me rappelle ce que, comment dire, des gens qui subissent le racisme peuvent vivre en France, dans d'autres pays. Tu l'as ressenti, enfin, vous l'avez ressenti de cette manière-là, vous aussi, ce racisme vécu de manière différente aujourd'hui, un peu comme en France ou ailleurs? En fait, moi déjà le racisme qui est possible, qu'on peut vivre en France n'est pas le même forcément que... Enfin, moi, personnellement, en termes d'expérience, après, j'ai pas passé beaucoup de temps en France, donc du coup, je pourrais pas trop répondre pour la France, mais en tout cas, en Tunisie, je sais que, par exemple, il y en avait un, il m'appelait Carlouche, mais en mode, c'était normal pour lui. Et en fait, après, la Tunisie a une spécificité, c'est qu'en fait, on va prendre la caractéristique de quelqu'un, et ça va être son surnom. Par exemple, il y en a un, il va être un peu rond, on va l'appeler Carbour, pour dire le rond. Ou le roux, on va l'appeler rouge. Ouais, un peu comme ici, dans les quartiers, partout même. C'est ce qui peut être présenté. Après, moi, personnellement, je viens en France, on me dit, ouais, Carlouche, par contre, fais gaffe, si on te dit ça, c'est quelqu'un. Moi, je ne vais pas passer par 4 chemins, on va discuter. Mais en tout cas, non, moi, c'était principalement ça. Après, c'était de la bêtise, en fait, de leur côté. C'était de l'ignorance, on parlait avec eux, c'était réglé. Après, pour certains, d'autres, c'était un peu plus compliqué. Après, du coup, pour faire ce comparatif avec la France, moi, je ne pourrais pas vraiment le faire. Ton père peut le faire, il a vécu, vécu. Tu as bien vécu ici. Oui. Après, bon, je pense que peut-être il a moins subi le racisme en France qu'en Tunisie, mais... en fait, il est différent dans le sens... Alors, celle à qui tu fais référence, c'est la fille de Jamila Xixi. Alors, Jamila Xixi, c'était effectivement la première femme députée. Je saisis cette occasion pour lui rendre hommage parce qu'elle est décédée 3 semaines après mon interview. Donc, je peux vous dire que... Voilà, donc déjà, le documentaire, il n'était pas toujours évident à tourner. Et vraiment, quand elle est décédée, quand on a appris sa mort, dans un accident de voiture avec sa sœur, paix à leur âme, on s'est dit que la Tunisie perdait une grande dame sur ce combat-là. Et quelques semaines plus tard, on aurait vraiment eu besoin d'elle. Donc, pour revenir à la question du racisme, c'est différent. Ici, en fait, quand j'interroge Chafi, en fait, je l'interroge le 1er janvier 2023. Je me rappelle, parce que c'était le jour de l'an. Elle était de passage, parce qu'aujourd'hui, elle vit au Sénégal. Elle était de passage à Tunis. Et je lui dis, voilà, écoute, j'ai filmé ta maman, paix à son âme, et je ne me vois pas diffuser mon documentaire sans qu'il y ait quelqu'un de la famille qui ait vu et validé. Parce que c'est ce que j'aurais fait avec elle, tout simplement. Donc elle a vu, elle a validé, et j'en ai profité pour lui poser quelques questions. Donc on est en janvier, on n'est pas encore après le 21 février. Donc, et elle, c'est une militante antiraciste, et donc elle a le sentiment que bon, les gens ont compris que c'était mal, donc il y a un antiracisme moral, c'est pas bien,
le racisme. Donc, même s'il a envie de parler, il va se retenir, mais il va te faire comprendre de façon détournée. Voilà, il va te dire, si tu joues à un terrain de basket, il va te dire, t'as pas de caution. Si tu ramènes une caution, il va dire, oui, mais je le connais pas. Voilà, donc on revient à des choses détournées quand c'est pas des choses explicitement racistes. Donc, et c'était pour ça que c'était important pour moi de le montrer, parce que il y avait une évolution malgré tout. Alors les choses se sont faites petit à petit. C'est pas grave si ça vient d'en haut. C'est mieux quand ça vient d'en bas dans la construction d'une société. Mais même si ça vient d'en haut, il faut que le temps que ça infuse dans la société, on n'a pas eu le temps. Et j'avais interrogé Vincent Gesser avant de partir en Tunisie, juste après la sortie du président. Et je lui demandais, en tant que sociologue, chercheur au CNRS, grand spécialiste de la Tunisie, qu'est-ce qu'il pensait de cette grande différence, finalement, entre la loi 2018-50 et la sortie du président. Il me dit, écoute, la Tunisie est en train de vivre un mouvement de libération de la parole, avec la révolution, entre guillemets, du jasmin, le printemps arabe. Et ce sont d'abord les bonnes paroles qui se sont exprimées. Aujourd'hui, c'est le temps des mauvaises paroles. Chacun a besoin de s'exprimer. Donc, et quelque part, on peut comprendre, parce que quand tu gardes quelque chose en toi et qu'en plus tu subis et qu'en plus on vient te monter la tête, il faut savoir, cher ami, que une des vidéos qui était utilisée par le Parti nationaliste tunisien, qui est l'équivalent du Front national français, pour justifier la thèse selon laquelle il y avait une tentative d'invasion de la Tunisie par les Noirs, c'est une vidéo d'activistes d'une association, alors je ne vais pas dire de nom parce que je suis plus sûr, mais il y avait eu à un moment donné des activistes qui avaient envahi l'ambassade du Maroc, et une femme face caméra qui disait, comme l'a dit Marcus Garvey, l'Afrique sera noire de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Et en gros, il n'y a pas de place pour les Maghrébins en Afrique du Nord. Et donc, c'est cette vidéo-là, qui est un groupuscule en France, qui a été reprise par un autre groupuscule en Tunisie. C'est toujours la même chose. Zemmour, il a besoin d'extrémistes pour justifier son propre extrémisme tout en le légitimant. Enfin, c'est toujours ces effets miroirs qu'on recherche pour se justifier et légitimer. En fait, personne ne va assumer la paternité de la haine. On va toujours la justifier par la haine de l'autre. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé en Tunisie. Et moi, je ne pensais pas qu'une petite vidéo comme ça, qui aurait dû passer inaperçue, puisse être instrumentalisée à ce point, mais c'est parce que ça correspondait à un agenda politique, comme on l'a expliqué tout à l'heure. À un moment donné, dans ton film, j'y ai perçu une espèce de paradoxe. Tu es un peu dans le climat social. On y voit le discours du porte-parole du gouvernement en 2022, Nasreddine Sibi, qui parle du fait que la Tunisie n'abandonne personne, amis africains, immigrants, voilà, faut s'entraider, on est unis. Et à un moment donné, toi, tu t'en vas filmer les conditions de vie dans le centre de rétention de El Wardia. Alors, c'est pas moi qui les ai filmés, parce que j'ai pas le droit d'y rentrer, mais c'est des gens qui étaient dedans qui m'ont communiqué leurs images, donc j'ai les droits sur les images. Oui, c'était un paradoxe. Moi, quand je finis de filmer en 2022, j'avais pour objectif de terminer mes rushs janvier-février. Donc quand je filme le porte-parole du gouvernement, sur qui je tombe par hasard, puisque j'étais invité par un haut cadre de l'OIM à Tunis, pour le marché de Noël de Tunis. Alors, il ne s'appelle pas marché de Noël, il s'appelle ça le marché d'hiver, mais c'est le marché de Noël. Au bout d'un moment, le glissement sémantique revient. Voilà, oui, marché de Noël d'hiver, marché d'hiver. Oui, bon, bienvenue au marché de Noël. Bon, voilà, faut assumer, c'est un marché de Noël, c'est pas grave. Et en fait, on me dit qu'il y a une personnalité politique qui va venir. Et je ne sais pas qui c'est. Je ne sais absolument pas qui c'est. Et je ne connaissais même pas le porte-parole du gouvernement, à vrai dire. Je ne l'avais jamais vu. Enfin, moi, je m'intéressais très peu, d'ailleurs très peu à la vie politique tunisienne. C'est plus la vie de la société qui m'intéresse. Et donc, il fait son discours. Ce n'est pas le seul que j'ai filmé. Il y avait aussi la représentante de l'Italie, le représentant de l'Union européenne en Tunisie, le président de l'OIM, le maire de la Marsa qui se sont exprimés. Et en fait, moi, je trouve son discours très positif. Même si, bon, voilà, on pourrait corriger, amis africains, et toujours cette dialectique sous-entendue, on ne l'est pas, etc. Bon, c'est pas nécessairement le cas, mais ça renvoie toujours plus ou moins à ça. Et je me suis dit, c'est bien. Et en fait, pour la petite histoire, je rencontre le directeur de la boîte de prod exécutive avec qui je bossais en Tunisie 2 jours avant le communiqué du président. Et je lui dis, écoute, voilà, j'ai croisé le porte-parole du gouvernement, je trouvais son discours très bien, j'aimerais bien l'interviewer. Il me dit, écoute, je le connais, c'est vraiment un type génial, etc. Il faut qu'on voit ça. Le surlendemain, le président fait son communiqué, et le surlendemain, il est limogé, ce porte-parole. Alors,
Apparemment, parce qu'on a trouvé un centre de formation, parce qu'il était aussi ministre du Travail et de la formation professionnelle, qui n'était pas bien rangé avec des tables et des chaises sans dessus-dessous. Donc, ce n'était pas digne d'un centre de formation. Donc, c'était de la responsabilité du ministre, bien évidemment. Bon, je trouve que c'est une drôle de coïncidence. J'en dirai pas plus. Pour continuer dans ce paradoxe, on y voit aussi voilà, pas mal de ressortissants ivoiriens devant l'ambassade ivoirienne qui sont là, qui disent que la Tunisie... Enfin, à un moment donné, je ne sais pas si c'est toi qui interroge un des ressortissants ivoiriens qui dit « La Tunisie ne veut plus de nous, c'est normal, c'est leur pays. On va pas faire un bras de fer avec eux. Il faudrait que voilà, qu'ils soient explicites sur le fait de mettre en place des mesures de raccompagnement, de retour au pays. Mais voilà, lui-même, il évoque le fait que on est là pour des raisons diverses, tous. Donc, et on y voit aussi des travailleurs ivoiriens et sénégalais qui, à un moment donné, ont peur de parler devant la caméra. Tu vois, enfin, je les sens un peu... Voilà, il y en a un qui le prévient, qui lui dit « Attention, tu parles... » tu vois, et... Comment tu l'expliques ça, tout ça? Alors, c'était que des Ivoiriens, il n'y avait pas de Sénégalais. D'ailleurs, j'ai pas de Sénégalais, malheureusement, dans mon documentaire. C'est pas faute d'avoir essayé. Il me semblait qu'il y avait un Aboubacar. Aboubacar, il est ivoirien. Ouais, d'accord. Lui qui porte mon nom, moi j'ai cru qu'il était Sénégalais comme moi. Non. J'ai blagué tout ça. Non, j'ai failli avoir des Sénégalais. Je m'étais beaucoup intéressé d'ailleurs à la communauté mouride de Tunisie, puisque je connaissais le chef spirituel des mourides en Tunisie. Et c'est des gens qui restent beaucoup entre eux, qui sont vraiment dans leur univers culturel et spirituel. Et alors eux, pas de vagues, c'est vraiment pas de vagues. On les entend pas, on les voit pas, ils rasent les murs. Non, c'est des Ivoiriens que j'ai eu l'occasion de rencontrer, notamment Aboubacar, avec qui je suis toujours en contact, que j'apprécie beaucoup, qui est à Abidjan maintenant. Et en fait, il a eu peur, je pense, même si il voulait pas dire des choses négatives. C'est son ami qui vient d'expliquer après, voilà, qu'il était très bien en Tunisie et que la seule chose où il en veut à la Tunisie, c'est cette expulsion. Et le premier dont tu parlais, c'est Kouakou, que j'ai effectivement filmé, qui a un discours très lucide, pas du tout victimaire, et qui dit ok, bon, ils veulent plus de nous, d'accord, mais on fait comment, quoi. Et en fait, c'est tout le paradoxe de la société tunisienne, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que on dit aux gens, vous n'avez pas le droit d'être ici en situation irrégulière. Mais c'est très facile de se retrouver en situation irrégulière en Tunisie, quand bien même on ferait les démarches pour ne pas l'être, et qui pourraient aboutir. Je ne parle pas de gens qui se maintiennent alors qu'ils n'auraient pas le droit. Encore une fois, l'État tunisien, le président tunisien est garant de la souveraineté du pays, il est en droit de dire qui rentre et qui ne rentre pas. Ce n'est pas le débat. Le débat, c'est à partir du moment où ils sont là, c'est comment on les gère. Donc il y a eu des mesures qui ont été prises parce qu'il y a beaucoup de coups de pression de l'Union africaine. Le président de la CEDEAO est venu. C'est comme ça qu'au mois de mars, le président tunisien explique qu'il a de la famille qui est africaine. Comme s'il ne l'était pas lui-même, finalement. C'est ça, en fait. C'est toujours les Africains. Moi-même, quand je suis très bronzé, quand j'étais plus jeune, je gardais mieux le bronzage. On me disait un Africain. Et je comprenais pas. Mais cette dialectique-là, elle est récente dans l'histoire de la Tunisie. C'était pas tout le temps comme ça. Mais en définitive, oui, il y a toujours des paradoxes, mais il n'y a pas de société sans paradoxe. La Tunisie, c'est... on parle de la France, pays des droits de l'homme, etc. Il suffit de voir comment certaines minorités sont traitées ici. Mais justement, je rebondis sur ce que tu dis. Je pense qu'on va en discuter aussi avec M. Skander. Pourquoi certains Tunisiens, voire même certains Maghrébins, ne se considèrent pas comme Africains alors que géographiquement parlant, ils sont sur le continent africain? Comment tu l'expliques, toi, Skander? Encore une fois, moi je reviens à l'ignorance, dans le sens où quelles sont leurs perspectives à eux. Par exemple, si on explique à un Tunisien qu'est-ce qu'il pense de la France, un peu de l'histoire de France, il sera capable de la raconter. Mais si, par exemple, on lui demande l'histoire d'un pays comme le Sénégal ou le Mali ou la Côte d'Ivoire, ils ne seront pas capables de l'expliquer. Donc, en fait, eux, c'est leur rapport avec les pays qui côtoient et ceux qui veulent, en fait. Donc, en fait, si par exemple, pour reprendre le cas de mon lycée, où la majorité ont fait des études, sont partis faire des études en France, ils ont aucun intérêt à vouloir s'intéresser à l'Afrique. Et dans leur perspective, il n'y a pas du tout d'attachement en fait à ce continent, et il n'y a pas forcément de recherche dessus, il n'y a pas forcément
discussions avec des personnes qui sont de l'autre côté du Sahara. Et donc, par conséquent, si eux même dans leur comportement, finalement, en fait, ils sont plus européens qu'africains. Et après, moi, je parle vraiment d'une sphère, de la sphère C++, l'élite tunisienne, les riches tunisiens. Donc, eux, c'est ce côté-là. Parce que, en fait, moi, en fait, à chaque fois, dans mon analyse ou dans mes réflexions, j'ai deux Tunisies. J'ai la Tunisie de ma famille et les Tunisiens riches. Donc, pour ce qui est des Tunisiens riches, pour ce qui est de leur attachement à l'Afrique, c'est comme je l'ai expliqué, c'est leur perspective d'avenir. Ils ne veulent pas s'installer sur le continent. À la limite, s'ils reviennent sur le continent, c'est dans la maison de papa et maman, mais plus tard, à la fin de la carrière. Et pour ce qui est encore de l'autre Tunisie, c'est des quartiers populaires. Eux, c'est aussi une perspective d'avenir, l'Europe. C'est l'Eldorado. Donc forcément, il n'y a pas forcément d'attache. Et les seuls moments où ils ont des contacts avec l'Afrique subsaharienne, c'est sur le terrain de basket pour ceux qui en font, ou pour ceux qui font des études. Et même pour ceux qui font des études, c'est toujours la même chose, l'Europe. Donc en fait, finalement, s'il n'y a pas de réelle discussion ou de réel contact avec une population, il n'y aura pas forcément plutôt d'attache ou d'envie de s'intéresser à cette culture. Parce que ça m'évoque un peu le déni que certains Antillais de France ont vis-à-vis des Africains en France. Tu vois, c'est... Voilà, moi, j'ai grandi avec certains Antillais qui ils ressemblent à des Sénégalais, des Maliens, des Congolais, mais ils vont plus te mettre en avant des origines supposées ou pas indiennes, plutôt que des origines africaines. Tu vois. Et après, c'est pour des raisons qui sont... pour d'autres raisons. Parce que il y a l'image que l'Occident reflète de l'Afrique, la famine, la guerre, et puis il y a aussi toute une construction coloniale dont certains n'ont pas forcément conscience. Tu vois. Ça me rappelle une anecdote, parce qu'on parle de sujets un peu douloureux malgré tout. On avait un voisin, quand j'habitais à Bagneux, pour ne pas citer la ville, qui était antillais. Comme il me voyait souvent avec Skander, qui était petit à cette époque, il ne m'avait pas encore dépassé, et mon épouse, il pensait que j'étais antillais. Parce que dans l'imaginaire collectif, ça se fait de plus en plus, mais il n'y a pas beaucoup de Maghrébins avec des subsahariennes. Et donc, un jour, pendant un petit moment, à chaque fois, il me voyait, il me dit « Alors, petit, tu vas boire un punch ? Tu vas boire un punch ?» Moi, je l'imite parce que je le kiffe, hein, c'est vraiment avec beaucoup de respect. Et moi, je n'osais pas lui dire « Bah non, je ne bois pas d'alcool, etc. » Et puis, il va tomber des nues quand il va apprendre que je ne suis pas antillais. Et puis, je ne l'ai pas vu pendant un certain moment. Il avait disparu de la circulation. Et puis, un jour, je le vois et je lui dis ouais, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. En fait, le pauvre, il avait eu une crise cardiaque, donc il avait été hospitalisé, etc. Donc, je prends le temps de discuter avec lui. Et bon, au bout d'un moment, on ne se connaît pas tant que ça, donc il ne sait pas trop quoi me dire. Et puis il me dit « Dis-moi, fils, tu n'as pas remarqué ?» Je dis « Quoi ?» Il dit « Tu vois pas ?» Je dis « Non, de quoi tu me parles ?» Il dit « Mais ils sont partout. » Je fais « Comment ça, ils sont partout ?» Il me dit « Mais tu comprends pas ?» Je dis « Non. » Il me dit « Regarde, la boulangerie, c'est eux. La pharmacie, c'est eux aussi. » Et là, je le regarde, je dis « Mais attends, dans ma tête, il est en train de parler des Arabes, là. » Et je peux pas lui dire tout de suite, le mec qui sort de l'hôpital, il a une crise cardiaque, j'ai pas envie qu'il retombe devant moi. Et donc, je commence à m'énerver et je lui dis, mais comment ça de qui tu parles? Il me dit, mais des Arabes. Et là, dans ma tête, ça commence à bouillonner. Je dis, mais il y a des bons et des mauvais partout. Il me dit, non, c'est une race maudite. C'est le fruit de l'adultère de Pharaon. Bon, il me sort une théorie bien à lui. Et je lui dis, mais t'en connais même pas un. Et il me dit non. Et là, il me dit, tu viens boire? Je dis non. Je dis non. Et il se trouve, je le salue, je sais pas s'il est encore vivant, parce que ça fait un petit moment, il était quand même âgé, et je le salue vraiment. Ouais. J'avais un pote qui était libanais d'origine, dont je ne citerai pas le nom, qui s'occupait de lui. Et un jour, je crois, j'ai dit, écoute, il m'a dit ça, il me dit, t'inquiète pas, je vais lui parler. Et un jour, je le recroise, ce pote libanais, qui était notre voisin, et il me dit, écoute, je lui ai parlé, il t'invite chez lui. Je dis, bon, on va régler ça. Et donc, je rentre, il me dit, fils, ne me dis rien. Il m'a tout expliqué. Donc, en discutant avec lui, et c'est là où je voulais en venir, je me suis rendu compte qu'il avait un grand-père syrien. Ok. Et je pense que ce grand-père syrien a fait des 400 coups et qui était fâché à cause de ça, parce que ça a dû faire des histoires de famille. Okay.
Et c'est pour ça qu'il a été attaché à cette version de Rasmodi. Donc il y a des choses qui vont se traiter, que ce soit avec les Antillais ou d'autres. J'ai beaucoup de sympathie. Oui, bien sûr. J'ai grandi avec... et j'ai toujours des amis antillais. Ça fait un peu le raciste. Non, je ne suis pas raciste, j'ai des amis antillais. Mais c'est une réalité objective. C'est intéressant de s'intéresser à nos origines, à aux histoires familiales aussi. C'est une thématique qui est très importante pour moi. Le point de départ de mon documentaire, d'ailleurs, c'était d'abord de répondre à cette histoire familiale et de savoir comment gérer ça. Et la connaissance est la meilleure arme, finalement. Donc, il faut s'intéresser, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit et il faut interroger toutes les personnes, que ce soit les militants, les gens qui vivent ça sur le terrain, mais aussi l'élite intellectuelle qui vont nous donner des clés de compréhension. Et c'est ça qui va nous permettre d'apaiser les tensions. Mais est-ce que, dans le fait que certains Maghrébins ou certains Tunisiens ne se considèrent pas forcément comme Africains, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité collective? C'est-à-dire que j'ai déjà posé cette question à un autre invité, et parce que beaucoup d'entre nous, consciemment ou inconsciemment, instinctivement ou même spontanément, enfin certains en tout cas, n'incluent pas forcément les Maghrébins lorsqu'ils parlent des Africains. Alors, je vais expliciter ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Au Maghreb, on est ethniquement parlant berbère. Ou arabo-berbère avec une petite dose d'arabo. Encore une fois, ce n'est pas une critique, moi je l'assume parfaitement. Pourtant, en Tunisie, la Tunisie est un pays connu pour la qualité et l'excellence de ses formations universitaires dans beaucoup de domaines, notamment en langue. Aujourd'hui, en Tunisie, on peut apprendre quasiment toutes les langues du monde. Moi, depuis que je suis petit, on me dit « Ouais, si tu vas à la Bourguiba School, tu apprendras toutes les langues du monde. » On peut apprendre le chinois, on peut apprendre le mandarin, pardon, on peut apprendre l'anglais, évidemment, l'espagnol, l'italien, toutes les langues auxquelles vous pensez. Il y a une langue qu'on n'enseigne pas, c'est le berbère. Et ça, c'est ce que j'ai appris en faisant le documentaire. Donc le déni, il commence par ça. Et quand j'interroge l'historien, il me dit « Mais très souvent, c'est le vainqueur qui écrit l'histoire. » Donc c'est ça qui se passe. Donc si aujourd'hui on est fier d'être arabe, c'est cette fierté de ceux qui ont pris le terrain, la plupart du temps de façon, on va dire, intellectuelle, par la conversion à l'islam, et je suis un musulman qui s'assume, ou par des conquêtes, on va dire, parfois militaires. Et donc c'est le vainqueur qui raconte l'histoire. Et par fierté, on préfère être du côté de l'histoire des vainqueurs que de l'histoire du vaincu. Donc tout ça, ça contribue aussi à mettre de la distance. Donc comme les Arabes, ils ne sont pas africains, que l'hégémonie civilisationnelle, elle n'est pas non plus en Afrique, on a encore le cliché de l'Éthiopien en Tunisie. Quand on parle d'Éthiopien avec des mouches au-dessus de la tête, le gros bidon et le sac de riz à côté, c'est un cliché qui perdure. C'est pas tout le monde. J'insiste là-dessus, c'est pas tout le monde. Et c'est aussi la responsabilité de ceux qui savent d'assumer le fait qu'ils savent. C'est, je veux dire, avoir un savoir supplémentaire, c'est une responsabilité supplémentaire de s'assurer. C'est ce que je dis d'ailleurs à l'élite tunisienne que j'interroge. Je fais, mais je comprends pas qu'il y ait une telle dichotomie entre l'élite tunisienne qui est parfaitement à l'aise avec tous les enjeux de société, que ce soit les questions de bioéthique, d'intelligence artificielle, de migration, etc., et la population qui est complètement, on va dire, déconnectée de tout ça. Pour finir, car nous arrivons à la fin de notre entretien. Monsieur, tu es avocat de profession. Oui. Est-ce que maintenant le combat d'après, ou est-ce que c'est envisageable à un moment donné de mener une espèce d'action collective? C'est-à-dire, je sais que ça représente le combat d'une vie. Hein. En tout cas, ça pourrait représenter le combat d'une vie. C'est-à-dire que cet ensemble de gens qui subissent des injustices, en ta qualité d'avocat, devenir leur avocat et défendre leurs droits auprès du gouvernement tunisien, ou même auprès de différents gouvernements qui ne font pas, qui malheureusement ne font pas forcément le nécessaire pour que s'arrêtent des actes violents envers des populations. Je le fais déjà en réalité, même en France en réalité, puisque je suis en contact en ma qualité d'avocat avec le ministère de l'Intérieur sur la très compliquée et très épineuse question de la lutte contre les actes anti-musulmans. Donc ça, je le fais à ma petite échelle, de façon discrète, mais on essaie de faire avancer les choses. Et puis en Tunisie, c'est autre chose, dans le sens où on est dans une phase de bouleversement institutionnel en Tunisie. La constitution a changé très récemment. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a des choses qui s'améliorent
de ce qu'on me dit des gens qui sont sur place, parce qu'on met en place un fonctionnement qui est plus adapté à la psychologie des Tunisiens, et donc on gagne en efficacité. Maintenant, comment faire pour faire avancer la cause? Déjà, c'est la première responsabilité, c'est celle des pays d'origine, parce qu'on n'a pas du tout parlé des pays d'origine et la position des pays d'origine sur ce qui s'est passé en Tunisie. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur... voilà, donc elles ont fait ce qu'elles ont pu, pour la plupart, et bon, moi, je ne suis pas diplomate, donc je n'ai pas vocation à aller là-dessus. Sur le terrain judiciaire, moi, je suis très fier d'avoir vu beaucoup de mes confrères du barreau de Tunisie défendre très souvent pro bono des personnes en situation très délicate pour essayer de leur éviter la prison ou bien de sortir de prison. Il y avait des femmes enceintes qui étaient emprisonnées quand même. Et donc j'y ai quelques confrères que je ne citerai pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle d'eux et qui préfèrent agir dans l'ombre et qui se trouvent plus efficaces dans l'ombre, qui ont beaucoup travaillé. Et c'est une fierté en tant qu'avocat de voir... certains de mes confrères, beaucoup d'entre eux en tout cas, être mobilisés sur ces questions-là. Donc le combat existe déjà. Pour finir, je rebondis un peu sur ce que tu viens de me dire. Pourquoi dans la diaspora maghrébine, on va dire, ou tunisienne, peu de Maghrébins osent prendre la parole sur ces sujets-là, sur les réseaux sociaux, comme sur les médias? Selon toi, Skander, et selon toi, Ousni. Pourquoi en France, peu de Maghrébins prennent la parole sur ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui? Après, moi j'en ai vu plus prendre la parole à mon échelle. Après, pour ceux qui n'en parlent pas, les raisons peuvent être diverses. Ça peut être aussi le côté clan, le côté on lutte contre... En fait, il y a aussi ce côté-là où... moi, c'est le cas inverse. Par exemple, quand moi j'étais en Tunisie, ce que je voyais en France, on peut présenter, comme il avait dit, les images les plus choquantes. Et donc, on peut expliquer ça par l'explication qui est donnée avec, par tel ou tel groupe. Et donc, par conséquent, il n'y a pas forcément de prise de parole pour ceux qui ne sont pas forcément totalement conscients de ce qui se passe. Pour ceux qui le sont et qui ne parlent pas, les raisons peuvent être encore diverses. C'est-à-dire que le côté clan, malgré le fait qu'on nous affiche tout cela, ils peuvent dire que c'est mauvais, il y a un côté clan où... on va pas prendre la position parce que si je prends position, ce sera à être à l'encontre du groupe. Donc ça peut être ces diverses raisons-là. Bah justement, j'allais t'en parler de cette. On sait que la communauté, en tout cas maghrébine, même beaucoup reconnaissent sa solidarité. Tu vois. Mais est-ce que cette solidarité va jusqu'à, comme tu l'as dit, ce côté clan va jusqu'à ne pas forcément dénoncer le blâmable? moi, je pense, je vais compléter sa réponse. Il y a des gens qui sont mobilisés. Moi, je pense à Samia Rosman, par exemple, qui est peut-être... Par exemple, toi, tu oses. Oui. Et t'as pas peur que des gens de ta communauté puissent se retourner contre toi par rapport au combat que tu mènes? Alors, je vais dire, moi, ma communauté, c'est d'abord bien sûr, ma famille, mais c'est d'abord une communauté de valeurs. Donc moi, je me bats pour mes valeurs, tout simplement. Et je pense que c'est aussi faire honneur à beaucoup des Tunisiens qui sont contre une dérive raciste, racialiste, xénophobe, que de se mobiliser. Moi, dans mon esprit, je contribue aussi à donner, par mon action, une image positive de la Tunisie, mais parce que je crois d'abord en des valeurs. Après, moi, nous pour être honnête, depuis 2018, quand on fait notre campagne, quand on fait tout ceci, nous, c'était vraiment le côté positif de la Tunisie. Moi, j'aime mon pays, très clairement. J'ai passé de belles années là-bas. J'ai d'excellents souvenirs là-bas. J'ai encore de très bons contacts avec certains là-bas. Donc, nous, c'est vraiment ce côté positif. Et dès le début, notre premier objectif, c'était apporter de la positivité malgré la situation. Ma dernière question, c'est pourquoi prendre autant de risques et toi ne pas exercer tout simplement ton métier d'avocat, prendre tes honoraires, pas prendre position, s'en foutre des combats sociaux, comme beaucoup, regarder tes PMP, la télé-réalité, vivre dans l'insouciance. Pareil pour toi, Skander. Pourquoi prenez-vous autant de risques alors que vous pourriez vous la couler douce, tranquille? La coulée douce, je sais pas, j'ai pas vraiment eu de situation de la coulée douce parce que dès qu'on a fait face à cette situation, on a agi. Donc, mais la coulée douce, je sais pas dans quelle temporalité ou peut-être, mais en tout cas de notre côté, moi en tant que Tunisien, c'est
c'est pas la Tunisie en fait que j'ai vu, que j'ai mon arrière-grand-père quand il m'a accueilli et qui me considérait des fois même mieux que certains. Bah voilà, moi ça m'a toujours, ça me tient à cœur de montrer la Tunisie, cette Tunisie là. Et après en tant que Sénégalais, c'était moi aussi mon côté. Voilà, pourquoi on fait face à une telle situation? On essaie de régler ça ensemble. Et après, c'était moi mon fruit de ces deux pays. C'était voilà, montrer qu'on peut avancer et toujours dans la positivité. On n'est jamais très longtemps heureux tout seul. Donc quand le malheur augmente, même quand il vous touche, continuer à laisser le malheur prospérer, c'est s'assurer son propre malheur. Sur ces mots, je vous remercie et on sait que tu prépares une diffusion au Grand Rex. Oui, le 7 décembre prochain. Vous aurez bientôt des infos sur la billetterie, sur comment on va faire tout ça. On organise, mais on a la chance, grâce à mon ami Daoud Tatou, que je profite pour le saluer, d'organiser une diffusion, une projection débat le 7 décembre prochain dans la prestigieuse salle du Grand Rex à Paris. En tout cas, j'ai été content de vous accueillir. Merci. Père et fils. Merci. On sent la complicité, on sent de l'amour entre vous. Toujours. Et je le vois, vous ressemblez. Ça se voit. Ça y est. Ça se voit. Je vous observe bien, vous vous ressemblez. Et c'est magnifique. Merci. C'est magnifique. Et vraiment, pour finir, je sais que là, ce que je tenais vraiment à le préciser, je sais que la généticienne dans ton documentaire, comment s'appelle-t-elle déjà? Amel Benamar Gayet. Voilà. À un moment donné, elle a parlé d'une ethnie. Attends, je l'ai noté. Les Beni Hillel. Voilà, c'est ça. C'est les Arabes? Voilà. C'est les Arabes, les Beni Hillel. Ok, voilà. Les Arabes. Je voulais juste avoir des... Oui, bien sûr, c'est une question, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais comme ça sert de support à un débat, c'est justement pour qu'on nous pose cette question-là qu'on n'a pas précisée. Elle parle des Beni Hillel qui, 80 000 qui sont... Sur un support de support de 500 000 locaux. Sur un support de 500 000 locaux, et elle parle de mélange, de métissage, mais pas de remplacement. Non. Et que c'est plus un enrichissement, une diversité, et les locaux ont intégré... à ceux qui sont arrivés en fait. C'est ça, exactement. Vive le métissage. Merci à vous. Merci. Merci.